Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi, 1er février. À la une ce soir, le groupe bancaire UBA veut accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence, volonté exprimée par la délégation au vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était au cours d'une audience. L'agenda donc du vice-président ce jeudi dans ce 20 h. Ce jeudi également, le programme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est à Dakar. Il est allé prendre part à la conférence sur l'éducation. L'urgence est de lever environ 1550 milliards de francs CFA pour financer les plans d'éducation dans 87 pays en développement. On fera le point sur le dossier Probokwala. 12 ans après le déversement de ces déchets toxiques à Abidjan, l'affaire est au centre de la conférence des parties de la Convention de Bamako. 25 ministres africains de l'environnement ont examiné le dossier, ici même à Abidjan. Et en Afrique du Sud, 950 mineurs bloqués sous terre à cause d'une panne d'électricité. C'est une tempête qui a provoqué la coupure d'électricité. C'est d'ailleurs le premier fait marquant de l'actu en bref, avec des escales au Nigeria et à Paris. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire poursuit tout doucement son chemin vers l'émergence. Le groupe bancaire UBA veut l'accompagner à atteindre ce cap. C'est une volonté que la délégation de ce groupe panafricain a exprimée ce jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le point de l'audience avec Mahama Traoré et Viviane Aimé. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a été choisi cette année pour abriter le sommet annuel Afrique francophone et lusophone du groupe UBA, United Bank for Africa. Un choix qui traduit la confiance de cette banque panafricaine en l'économie ivoirienne. D'ailleurs, cette confiance se verra renforcée avec la volonté du groupe d'accroître ses investissements sur le marché ivoirien. Une délégation du groupe, conduite par son directeur général Afrique, Kennedy Uzoka, a confié au vice-président Daniel Kablan-Duncan cette ambition. UBA en Côte d'Ivoire est l'une des opérations les plus profitables du groupe. Nous croyons aux perspectives de la Côte d'Ivoire. Nous comptons bien sûr continuer, parce que nous le faisons déjà. Nous participons aux projets de développement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécoms. Et donc nous continuons les discussions que nous avons eues avec le vice-président, M. Kablan-Duncan, nous rassure sur le fait que nous sommes sur la bonne voie et allons continuer cette collaboration. Présent dans 19 pays africains, ainsi qu'aux États-Unis, en France et en Angleterre, UBA compte à ce jour plus de 20 millions de clients à travers le monde et un total bilan de 25 milliards de dollars. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2008, le groupe compte 11 agences et affiche un total bilan de 200 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien, lui, est à Dakar. Amadou Gon Coulibaly est arrivé dans la capitale sénégalaise ce jeudi pour prendre part à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. La conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation a pour objectif de lever 3,1 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA, pour financer les plans d'éducation dans 87 pays en développement. Le Premier ministre ivoirien représente le président Alassane Ouattara à cette rencontre internationale où est attendue une vingtaine de chefs d'État. Vous connaissez bien la rue Ministre à la Riviera Palmeraie. Quand il pleut, c'est difficile de passer par là, très difficile même pour les riverains et pour les usagers. La bonne nouvelle ce soir est que le ministre des Infrastructures économiques annonce une réhabilitation générale de la voirie. Mais pour mener à bien ce projet, les emprises seront dégagées, les occupants de l'espace seront déguerpis. Reportage Jean-Luc Gbangbo. Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Des engins tournant à plein régime. Nous sommes sur le chantier de réhabilitation de la rue Ministre, une voie connue pour ses récurrentes inondations en temps de pluie. Rue Ministre, moi ça me fait honte. Il n'y a pas de voie ici quand il pleut. On a acheté le terrain avec les grands travaux, avec toutes les commodités. On a été surpris par les eaux pluviales qui ont dégradé donc la rue, qui était une rue d'excellence qu'on appelait la rue Ministre.
En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kwaku Kofi, donne les raisons de la dégradation de cette voie. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits et ces immeubles-là n'ont pas mis de réseau d'assainissement chez eux. Ils ont branché carrément toutes leurs eaux usées sur les canalisations, ce qui est inacceptable. C'est une discipline notoire, crée des problèmes importants à la chaussée. Amédée Kwaku Kofi annonce des mesures vigoureuses pour mettre fin à ces occupations illégales. Ceux qui ont construit dans les emprises, on va les enlever, on va enlever leur maison. Parce qu'ils n'ont pas le droit de construire dans ces emprises, ce n'est pas leur terrain à eux. Une action à laquelle les autorités municipales ont promis de s'associer. Avec le ministre, nous allons nous mettre dès maintenant sur le terrain. Il y a des barrières qu'on va casser, il y a des maisons. On va l'envoyer des mises en demeure parce qu'il ne peut pas être là. Ce sont des zones où il ne devait pas construire. Les populations, elles attendent que l'acte soit joint à la parole. Je souhaite qu'au-delà des discours, que M. le ministre puisse concrétiser cela par les actes. Nous attendons les travaux et qu'on attend le ministre à pied d'œuvre pour que vraiment dans 2 à 3 semaines, il puisse déployer son équipe sur le terrain. Avant la rue ministre, Amédée Kwaku Kofi a visité les chantiers de 2 autres ouvrages routiers en cours de construction à la Riviera. Toujours en insistant sur la nécessité de libérer les emprises des voies afin de garantir à la population des ouvrages de qualité. Bonne performance de la Direction générale du Trésor public en 2017. Elle a mobilisé plus de 1348 milliards de francs CFA pour un objectif de plus de 1296 milliards de francs CFA attendus. En 2018, le Trésor devra mobiliser 1310 milliards de francs CFA pour financer le budget de l'État. Comment réussir le pari? Alors, direction Yamoussoukro pour un conclave, cérémonie d'ouverture avec Francis Boifo. Je suis heureux de constater à l'heure du bilan que la gestion 2017 a été globalement satisfaisante dans le cadre de la contribution du Trésor public à l'atteinte des objectifs du gouvernement. Le ministre de l'Économie et des Finances a des raisons de féliciter les agents du Trésor public. Les ressources mobilisées sur le marché des capitaux s'élèvent à 1348,8 milliards sur un objectif budgétaire de 1296,8 milliards, soit une plus-value de 51,9 milliards. Le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales a été conduit de façon performante avec un taux de réalisation de 102,3%. Il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés au titre de la dette extérieure et la dette financière. Quant à la dette fournisseur, elle a été contenue en dessous de la maturité de 90 jours. Ces résultats encourageants ne devraient pas nous incliner à l'autosatisfaction. Parce que les priorités sont nombreuses cette année, dit le ministre Adama Koné. Il s'agira pour le Trésor public d'assurer le financement effectif du budget en atteignant l'objectif de mobilisation des 1310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers. C'est le lieu pour moi d'insister sur la nécessité pour les comptables publics d'engager les actions nécessaires pour assurer le recouvrement effectif des recettes, garantir l'inviolabilité des deniers publics en veillant à ramener toutes les ressources dans les caisses de l'État. Ce séminaire bilan de Yamoussoukro devrait s'achever par la remise de nouvelles feuilles de route aux responsables de service. Nous allons maintenant parler environnement avec la COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Ouverte mardi, les assises d'Abidjan ont pris fin. Ce sont 25 ministres africains de l'environnement qui se sont retrouvés ici pour ne plus que l'Afrique soit la destination des produits dangereux. Une rencontre ici à Abidjan parce que les Ivoiriens ont encore cette affaire à l'esprit, les déchets du Probokwala. L'on s'en souvient encore 12 ans après parce que c'était des déchets dangereux, des déchets qui ont fait des milliers de victimes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a fait face à la situation? Alors, la conférence des parties de la Convention de Bamako était une occasion pour faire un point. Dans ce 20h, donc, Grace Kando revient sur les faits et les efforts fournis par le gouvernement ivoirien dans le dossier Probokwala. Regardez. Depuis 2006, pour arriver à l'heure là, on fait des papiers seulement, rien ne marche. On ne nous donne pas l'argent. On n'a pas dit ceux qui nous aident à faire papier là, c'est eux qui nous donnent un peu. En tout cas, on souffre. Je suis tombé malade. Bon, en fonction de ça, les analyses ont prouvé que c'était les déchets, suite au déversement des déchets toxiques. Donc jusque-là, bon,
rien n'est fait encore, nous ne sommes pas encore indemnisés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Herman est l'une des victimes des déchets toxiques déversés par le Probo Kuala en 2006. Tout comme lui, Amoué en a fait les frais. Selon des spécialistes de l'environnement, les règles régissant le transfert des déchets polluants d'un pays à un autre n'ont pas été respectées. Il est exigé à tout projet qui a un impact sur l'environnement de faire une étude d'impact environnemental et social. Dans le cas du Probo Kuala, pour pouvoir transférer ces déchets d'un État à un autre, il y a le secrétariat de la Convention de Malte qui met en place un dispositif réglementaire pour que ce transfert de déchets d'un pays à un autre se fasse dans les conditions requises en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. L'on enregistre plus de 500 000 victimes des déchets toxiques du Probo Kuala. À ce jour, seulement 29 600 ont été indemnisés. Sur ces 29 600 victimes, et 6 000 malheureusement ont vu leur indemnité détournée. La plus grande des parties des victimes est en attente d'être indemnisée. Se sont donc organisés en plusieurs organisations. Aujourd'hui, nous sommes en une union qui a esté en justice à Amsterdam. Le pollueur fait beaucoup de diversions autour de la question. Ils ont demandé au juge de juger la recevabilité de la plainte. Et une décision à cet effet devait tomber courant ce mois de janvier. La juge a reporté la décision pour le 7 mars prochain. 500 tonnes de déchets toxiques déchargés à Abidjan par le cargo Probo Kuala en 2006. Des déchets de résidus de pétrole qui ont causé la mort de 17 personnes et empoisonné des milliers d'autres selon l'ONU Environnement. 12 ans après le déversement de ces déchets toxiques, un audit des sites affectés a été réalisé. Nous sommes allés sur 18 sites qu'on a considérés comme étant affectés. Donc il y avait les sites de déversement originels et d'autres sites qu'on pouvait imaginer avoir été touchés plus indirectement par les déchets. Nous nous sommes rendus sur ces sites et nous avons pris des échantillons de sol, d'eau souterraine, d'eau de surface, de sédiments, d'air et de fruits et légumes que nous avons ensuite fait analyser dans des laboratoires accrédités au plan international, 3 laboratoires en Europe et sur lesquels nous avons ensuite tiré les conclusions qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne recense plus de contamination environnementale sur ces sites-là. Des recommandations ont été faites pour que le gouvernement puisse voir vraiment comment rassurer complètement les populations quant à la lutte contre la pollution. L'autre chose aussi que l'audit recommande, c'est qu'en plus des sites encore à évaluer qui ne soient pas en liaison avec Probo Kuala, il est important aussi de voir l'impact sur la santé humaine est encore là et de prendre des dispositions qu'il faut. Au cours de l'étude réalisée par les experts de l'ONU Environnement, d'autres sites de pollution ont été découverts à Akwedo, Koumassi et à Boville. Ces pollutions ne sont pas liées au déversement des déchets toxiques par le Probo Kuala. Ce sont des déchets industriels, ceux provenant de la décharge et le maïs génétiquement modifié. Le gouvernement avait déjà entrepris des initiatives. Akwedo sera fermé, traité, dépollué et un projet écologique pourra être réalisé sur ces sites. En ce qui concerne Erimakudje, un processus est en cours et bientôt l'activité de traitement de ce site sera totalement achevée. En ce qui concerne la commune de Koumassi, 2 problèmes se posent à nous. L'un qui est lié donc à la présence d'une zone industrielle, donc l'encadrement de l'activité de gestion des déchets issus de ces entreprises se fait par le CIAPOL. Un mécanisme également est en cours en liaison avec le ministère de l'Industrie. Et là où je pense que nous sommes pratiquement assez bien avancés. L'autre problème, c'est la question de l'assainissement de Koumassi qui s'inscrit dans le cadre global du programme d'amélioration du système d'assainissement d'Abidjan. Et cela aussi, vous le suivez à travers les activités du ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
est pris en main par le ministre de l'Urbanisme. En ce qui concerne le rapport sur l'audit des déchets toxiques, le gouvernement procédera à la mise en place d'un comité de veille afin de suivre les recommandations faites par l'ONU Environnement. La saison sèche, c'est pour bientôt. Il faut faire en sorte que l'eau ne manque pas dans nos régions, dans nos villages. Alors, un programme est mis en place, le programme Eau pour tous. Comment cela marche? Pour voir, comprendre et faire l'état des lieux, le directeur général de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, a visité le barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Gbeke. Reportage Soro Corona. Baisse de plus de 10 mètres du niveau de l'eau du barrage de la Loka. Premier constat fait sur le lieu. Pourtant, ce barrage est la principale source d'approvisionnement en eau potable de la région de Gbeke. Pour voir de plus près l'ampleur de cette baisse, mais surtout proposer des solutions afin d'éviter une pénurie d'eau à Bouaké, une délégation de l'ONEP, Office national de l'eau potable, s'est rendue sur le lieu. Tout en donnant les causes de cette situation, le directeur général de l'ONEP a rassuré les populations sur la disponibilité de l'eau en permanence à Bouaké. Il faut empêcher les extractions de sable parce qu'il y a des opérateurs qui procèdent à des extractions de sable dans le bassin versant de la Loka. Donc c'est des éléments qui concourent à empêcher l'eau de venir dans le lit. Ça sera un élément qu'on va freiner. La situation est peut-être grave, mais elle va être maîtrisée parce que nous avons plusieurs moyens. Nous avons également la remise en état du réseau bas de Bouaké, qui est le camp, qui a fait l'objet donc d'une étude pour laquelle les financements ont été obtenus. La délégation a aussi visité l'usine de traitement d'eau de la Loka. Pour le directeur général de l'ONEP, Bouaké dispose de l'une des stations de traitement les plus performantes du pays. Ibrahima Berté a annoncé le début du programme Eau pour tous sur l'étendue du territoire national. Pour rappel, l'usine de traitement d'eau de la Loka a été financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'Union européenne. La station de la Loka a permis de combler un déficit de 5 000 m3 par jour. Environnement et agriculture, l'administration agricole passe l'année 2017 au scanner. Le diagnostic montre que le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques, a été un bon point pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut une feuille de route pour 2018 qui mettra l'accent sur l'action sociale. Feuille de route élaborée par le ministre de l'Agriculture, Coulibaly Sangafoua. Et ces pépinières d'Anakad, toujours dans le domaine de l'agriculture. 18 personnes travaillant dans ce domaine ont été recrutées après appel à candidature. Elles ont été aussi formées, elles sont désormais opérationnelles. Le Conseil du coton Anakad, sur financement du PESAC, leur a remis des kits de matériel pour un haut rendement dans les zones de production. Noël Nyagno. L'Anakad, une des références agricoles de la Côte d'Ivoire. Premier producteur et exportateur mondial avec 711 236 tonnes pour 2017. Pour cette production, 1 375 000 hectares de terres sont mis à contribution pour une productivité de l'ordre de 300 kg à l'hectare contre 1000 kg à l'hectare en Asie. Que faire pour mettre les producteurs ivoiriens au niveau des performances de productivité en Asie, c'est-à-dire produire beaucoup et mieux sur un espace réduit? Une solution unique. Améliorer le matériel végétal, c'est-à-dire les semences, qui pèsent pour 30% dans la productivité agricole. Avec l'appui du PESAC, projet d'appui du secteur agricole financé par la Banque mondiale, des pépiniéristes au nombre de 18 et 36 greffeurs recrutés après appel à candidature ont été formés aux techniques de conduite des pépinières. Ils sont désormais opérationnels parce qu'ils ont appris à pêcher et à bien pêcher. Il faut leur donner les premiers outils de leur performance. Des kits de matériel d'installation. Ils sont composés de 3 lots, du matériel d'installation, des kits d'irrigation, enfin des produits phytosanitaires. Rendre visible cette opération a nécessité la mobilisation de toutes les parties prenantes, les dirigeants du Conseil coton Anakad, ceux du PESAC, les pépiniéristes eux-mêmes, des producteurs des 18 zones. Une mobilisation chargée de sens. Nous sommes dans une logique, une dynamique de rendre la filière performante en termes de rendement, de la rendre performante en termes de revenus pour le producteur, parce que lorsque vous devrez donc, vous pouvez avoir la même production sur une superficie réduite, alors vos efforts physiques sont réduits et vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus à même de mener d'autres activités
et en même temps vous augmentez vos recettes parce que vous avez fait moins d'efforts pour avoir, j'allais dire, un rendement supérieur à ce que vous avez. En plus de ces équipements, ils ont à leur disposition 9 parcs à bois dans 10 capitales régionales telles Tanda, Ferke, Bouna, Yamoussoukro, Béoumi et Séguéla. On va maintenant parler de l'atoupou, qui est une semoule de manioc, une spécialité du peuple abouré de Bonois. L'atoupou est moins connu que la téké, qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, les productrices de l'atoupou rencontrent des difficultés, surtout dans la livraison. Godefroy Okambawa a fait un tour dans leur milieu pour voir comment ça fonctionne. Regardez. Reconnue pour son popo carnaval, la ville de Bonois regorge d'énormes potentialités. L'une d'entre elles, la production de l'atoupou, une semoule fabriquée à base de manioc, spécialité locale. Depuis nos ancêtres, nous ont toujours dit que le manioc de Bonois, il est particulier. Et nous avons fait l'effort de le constater quand nous sommes passés ici les premières fois. Et je peux vous assurer que le manioc de Bonois, il est vraiment de qualité. Un tour dans l'univers des productrices d'atoupou. La journée débute habituellement par l'épluchage du manioc, qui sera ensuite broyé pour obtenir une farine. Je commence à 11h30, à 19h30, je ferme. Mais par jour, je peux piler moins 2000, 3000 kg. Plusieurs heures pour fabriquer cette semoule, malheureusement invendue. Nous faisons atoupou pour livrer sur Abidjan. Mais quand on va à Abidjan, on ne trouve pas de bons clients. Quand ils prennent, pour payer, mais c'est difficile. Pour piler, là, on n'a pas de machine. Parce que souvent, on vient, c'est fermé, on souffle. Donc, on n'a pas de machine pour piler, on n'a pas de machine pour presser. Donc, on a un problème de machine pour piler et presser et le transport. Donc, ça fait que marchandises, on fait ça. Il y a manioc ici. À Bonois, il y a manioc. On fait atoupou, mais il n'y a pas de voiture pour aller à Abidjan. Autre difficulté majeure, la clientèle. Obligé donc de se précipiter sur la chaussée pour épater le premier venu. Des risques pour obtenir entre 5 et 10 000 francs CFA par semaine. Mais en attendant l'augmentation de leurs revenus, l'objectif de ces femmes reste la promotion de l'atoupou, Médine, Bonois. Cette année 2018 est placée sous le signe de la promotion des œuvres de Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est sa fondation qui en a décidé ainsi. Il s'agit de faire revivre ou faire connaître le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et ses actions. Destination donc Yamoussoukro avec Léon Brou. Félix Houphouët-Boigny, modèle singulier d'intégration sous-régionale et africaine de son époque, selon Jean-Marie Kakou-Gervais. Les arguments de l'ex-ministre des Affaires étrangères s'originent dans le nombre d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire. 26% de la population ivoirienne actuelle. Également, l'existence de l'OUA, actuelle Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente, des organisations communautaires créées ou favorisées par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous sommes intégrés dans un espace d'abord géographique et économique. C'est ça la retombée principale. Ce choix de Houphouët-Boigny visait justement la possibilité de nous intégrer dans un ensemble pour prospérer ensemble. Houphouët-Boigny, répond Jean-Marie Kakou, cherchait la force pour combattre le colonisateur, pénétrer les marchés et développer son pays. Et les résultats, poursuit l'orateur, sont édifiants. La Côte d'Ivoire, locomotive de plusieurs espaces communautaires. Toutefois, d'aucuns présenteraient Houphouët-Boigny comme le balkanisateur de l'Afrique. Faux procès, rétorque tout simplement le conférencier, suivi par le public. Houphouët a favorisé l'intégration sous-régionale. C'est lui-même qui a impulsé aujourd'hui ce que nous appelons l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est la vision de Félix Houphouët-Boigny. C'est dans cette vision-là que l'Union africaine évolue. Politique d'intégration de Félix Houphouët-Boigny, thème de la conférence pour démarrer une année d'activité initiée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour promouvoir les œuvres du premier président de la Côte d'Ivoire.
On ouvre le chapitre politique à présent avec le RDR. Le secrétaire général délégué de ce parti, Maurice Kwaku Bandama, était en tournée de sensibilisation dans plusieurs régions du pays, ainsi qu'à Abidjan. Cette tournée a permis de mobiliser les militants pour les élections à venir. On fait le point des étapes de Bongouanou, Tahabo et de Yopougon avec Michel Digré. Maurice Kwaku Bandama au contact des militants RDR de Yopougon. Au cœur du meeting, la vie du parti. Pour le secrétaire général délégué du RDR, le parti à la case verte est déterminé à jouer les premiers rôles dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Le RDR ne peut pas s'arrêter. Le RDR est en mouvement. Le RDR est en marche. Le RDR est prêt à encore aller devant, toujours loin, pour le bien de la Côte d'Ivoire. À Bongouanou comme à Tahabo, c'est le même message lancé par Maurice Bandama, qui a par ailleurs invité tous les cadres du RHDP à consolider l'alliance dans la perspective des élections générales à venir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, remobilise aussi ses militants à travers une rencontre des secrétaires de section du parti à Sifié, région du Ouorodougou, un rassemblement qui vise à réunir les militants autour des idéaux de ce parti en vue des futures batailles électorales. Ngana Konate pour plus de détails. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, mobilise ses militants de la sous-préfecture de Sifié dans la région de Séguéla. Comme message important laissé aux militants, la cohésion et l'unité autour du président du parti. Le maire de Sifié, Meïté Anliou, a demandé aux responsables locaux du parti d'investir le terrain afin de sensibiliser les militants à adhérer massivement à la révision de la liste électorale dont l'opération sera bientôt lancée. Le message dont nous sommes porteurs, c'est de mobiliser nos militants, c'est de mobiliser la population pour participer à cette opération d'identification pour qu'effectivement, ils puissent porter leur choix sur les enfants qu'ils pensent qu'ils peuvent être porteurs de bonheur. C'est un message qui nous met en mission, surtout aller vers les nouveaux électeurs, à la conquête de ces jeunes-là pour les futures échéances, afin que 2020 soit toujours l'année du RHDP. En ce qui concerne les élections à venir, le vice-président Ladji Bakayoko a recommandé, comme le souhaite la haute direction, que celle-ci se fasse dans le cadre du RHDP, de sorte à consolider la position de ce groupement politique. EDS, entendez Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, plateforme réunissant des partis politiques de l'opposition et des mouvements et associations dirigés par Georges Armand-Ouyen, et l'Union républicaine pour la démocratie URD de Daniel Boni-Claverie. Ces deux formations s'engagent à mener des actions communes, un engagement matérialisé par une signature d'accord de partenariat ce jeudi entre les présidents de l'EDS et de l'URD. Konaté Moussa. Ils partagent les mêmes objectifs. Ils décident donc de faire chemin ensemble. L'Union républicaine pour la démocratie, URD, et la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, s'unissent pour fédérer leur stratégie de conquête du pouvoir. La collaboration entre les deux groupements politiques se matérialise par cette signature d'accord de partenariat. C'est d'un côté un ensemble et de l'autre côté une union qui deviennent partenaires. Dans la forme, un ensemble est une union, ce qui signifie que nous sommes depuis toujours identiques dans notre Constitution. Dans le fond, il suffit de regarder nos objets, nos raisons sociales, pour comprendre que nous avons en commun notre engagement pour la démocratie. Il restait donc à nouer ce partenariat pour encadrer nos actions et nous avons bien fait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, partis de l'opposition qui partageons le même idéal, le même combat, pour le rétablissement de la justice, de la vérité et de la démocratie, devons fédérer nos forces pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Et je ne doute pas un seul instant qu'au-delà de nos diversités et de nos particularismes, cet accord de partenariat que nous venons de signer sera un levier puissant pour faire entendre nos voix. Daniel Boni-Claverie précise,
Cet accord de partenariat n'est pas une adhésion de l'URD à la plateforme EDS. Fondée en avril 2017, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté réunit des mouvements et associations et 4 partis politiques de l'opposition. Maintenant, l'actu en bref avec Abou Sanogo. Un total de 950 mineurs étaient bloqués sous terre ce jeudi dans une mine d'or en Afrique du Sud à la suite d'une coupure d'électricité provoquée par une tempête, a annoncé la compagnie propriétaire de la mine, assurant qu'il semblait en bonne santé. Un attentat suicide a fait 4 morts mercredi dans un camp pour personnes déplacées dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué les services de secours qui soupçonnent les groupes djihadistes Boko Haram. Le kamikaze a escaladé la clôture du camp de Dalouri, dans les environs de la ville vers 20h15, soit 19h15 GMT, et a fait exploser sa bombe parmi les personnes déplacées. Salah Abdel-Salam, seul survivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, comparaît pour la première fois publiquement à partir de lundi à Bruxelles pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016. Ce procès, initialement prévu en décembre, est très attendu pour évaluer à quel point Salah Abdel-Salam est prêt à collaborer avec la justice, alors qu'il est resté mutique devant les enquêteurs tout au long de ces 21 mois d'incarcération en France. Et voilà, c'est la fin de ce 20h réalisé par Kofi Sakra et supervisé par Hervé Blé, au prompteur Aurélia Drukula. Merci de votre fidélité et passez une très belle soirée.